Salut à tous. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce SAV Live bimensuel. On essaye, hein? Oui, on va essayer. Moi j'étais un petit peu absent, là je suis de retour, donc on profite avec Ryan pour refaire un petit SAV Live, donc répondre à vos questions, bien sûr sur l'actu de l'OM, mais aussi sur les coulisses du Football Club de Marseille, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Si vous voulez savoir la pointure de Nicolas Silol ou... Je fais du 42. Oh là là, incroyable. Breaking news, Nicolas Silol fait du 42. Non, on est super content d'être avec vous. C'est vrai que c'est toujours sympa de faire ça, à peu près comme l'a dit Nico, de faire ça au moins 2 fois par mois. Voilà. Je pense que, on verra si on réduira les fréquences. Pour l'instant, on le fait comme ça. C'est vrai que c'est sympa, ça permet un peu d'échanger avec vous. Donc, prenez cette habitude, ce petit rendez-vous le lundi. Venez poser vos questions. Vous pouvez les poser en amont, soit sur la chaîne YouTube. Twitter, ça ne vous plaît pas a priori, donc laissez tomber. Mais surtout en live. Venez sur Twitch, venez échanger avec nous en live. Comme ça, on peut interagir, c'est plus sympa. Exactement. Bon, on va peut-être commencer par les premières questions. Voilà, direct, on va attaquer. Vous nous en avez posé quelques-unes sur la chaîne YouTube. Et on parle de Benedetto, de son impact dans le jeu, puisque ça fait quelques matchs qu'il est... Son non-impact. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que c'est compliqué pour lui. Dario Benedetto, il est dans une mauvaise passe. Il ne marque pas. Un attaquant, on sait que quand un attaquant ne marque pas, il perd confiance. Il a été blessé, donc il n'est pas 100% physiquement. C'est Villas-Boas qui le dit. On peut faire confiance au coach portugais qui a tendance à dire la vérité. Après, c'est vrai qu'il n'est pas bon, mais je pense qu'il est aussi très dépendant du collectif. Et le collectif, en ce moment, il n'est pas bon. On en parle un petit peu dans le DFM qui sera diffusé à 17h30. Soyez là. C'est vrai que depuis la fin d'année a été belle, même on sentait qu'ils étaient un peu fatigués en fin d'année, mais il y avait un beau pressing, des récupérations hautes, un jeu vertical, il y avait des intentions, etc. Là, en 2020, c'est poussif, c'est dur. Tu as marqué un but en 3 matchs de championnat, 2-0-0 de merde, je vais dire le mot de merde, face à Angers et Bordeaux. Et c'est vrai que du coup, Benedetto, il doit toucher une 20aine de ballons par match. Pas forcément des bons ballons, il n'a pas d'ailier droit, Payet a été très mauvais contre Bordeaux, même s'il reste dangereux, mais il a beaucoup de déchets dans son jeu. Rongier est moins bon, Sanson transparent, donc forcément il n'a pas beaucoup de ballons, il n'est pas aidé par ses collègues. Ouais, on nous a dit c'était le grand attaquant tant attendu et ça a duré 3-4 mois et puis ça s'est un peu essoufflé. C'est le grand attaquant au niveau de l'équipe que tu as aujourd'hui. Il faut pas se leurrer, c'est pas un top 10 mondial, loin de là. C'est un bon attaquant. C'est au-dessus des attaquants qu'on avait jusqu'à présent. Ça c'est sûr, oui. Peut-être pas de Balotelli. Mais au niveau global, peut-être, parce que Balotelli, il avait des défauts autres que footballistiques. Voilà, c'était des fulgurances. On savait très bien que s'il le voulait dans un match, il pouvait tout changer, mais il pouvait tout changer dans le sens négatif aussi. Et c'est vrai que Benedetto, au début de la saison, ça a été très constant. Il y a eu des beaux matchs, il y a eu des jolis buts. Il y a un enchaînement de buts. Voilà, un enchaînement de buts. Et puis on l'a vu aussi contre Amiens. Le vrai but d'attaquant, quoi, où il part tout seul et il se met une grosse mine et puis voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce genre de... Non, c'était peut-être contre Reims du coup, je me souviens. Non, je crois que c'était Amiens, défaite face à Amiens. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est le genre de joueur qui normalement pourrait claquer, on va dire, 15-20 buts dans la saison. Mais bon, là, il y a un petit creux, il faut attendre la suite de la saison. Moi, je pense qu'il sera meilleur quand le pressing sera mieux organisé. Parce que là, totalement, on a vu Rongier qui partait tout seul. Parce qu'avec un pressing organisé, tu récupères des ballons hauts. Et là, c'est vertical. Et là, Benedetto, ses appels en profondeur, il peut être servi comme il faut. Avec un peu moins de monde en défense, c'est là où il peut être tranchant. Ouais, on va continuer un petit peu parce que là, on nous dit il est carbonisé Benedetto et il a enchaîné championnat argentin puis la Ligue 1 sans faire de coupure. Ça, c'est vrai. Et oui, c'est pas faux. Et il a eu des blessures. Il a eu une grosse blessure l'été dernier. Là, il s'est fait une petite blessure. Ça aide pas, les blessures. Donc, plus l'enchaînement, il n'a pas eu de trêve. Lui, il a une petite trêve à Noël, c'est tout. Il est tout l'été en train d'essayer de revenir de sa blessure pour vite avoir ce transfert. Donc, oui, c'est compliqué physiquement. Je pense que c'est pas simple pour lui. On a une question pour notre ami ukrainien. Ah, Mourad. Oui, Mourad Arts. Est-ce que Mourad pourra me dédicacer son livre Amitié Vivier? Alors, on ne sait pas. Hein. Oui, c'est à lui qui... Non, mais j'ai déjà vu répondre. Je peux répondre à sa place. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mourad sera toujours ouvert pour dédicacer son livre. Il n'a pas pris la grosse tête encore. Le cadre dans lequel il fera ça pour une séance de dédicace, je pense qu'il y en aura une qui sera organisée par la maison d'édition à Marseille. Donc, il vous tiendra au courant. Comptez sur lui. Je pense qu'il rentre... en milieu de semaine d'Ukraine. Donc c'est bientôt là, le lancement, ça va arriver. Donc lui, il va être un peu dans la promo là. Donc comptez sur lui, il communiquera là-dessus.
On va peut-être revenir du coup sur l'OM. Parce qu'on parlait de Benedetto, donc, qui était, comme on dit, un peu carbonisé avec tous les déplacements et puis le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de coupures. Est-ce que toi, Nico, tu es inquiet de la condition physique des joueurs? Parce que là, c'est vrai que c'est ce qui a pêché depuis le début de l'année 2020. Je ne sais pas si c'est une condition physique dans laquelle ils pêchent. On sent qu'ils sont un peu limite, mais ça, je pense que c'est lié là, avec ce qui va se passer maintenant. Parce que là, il y a des matchs tous les 3 jours, ça va enchaîner. Ouais. Donc là, vu qu'on a des effectifs très courts et que tu n'as pas trop de remplaçants, tu le vois vite, dès que tu as 1 ou 2 suspendus ou blessés, sur le banc, tu n'as que des minots. Donc ça, c'est compliqué. Villas-Boas, pour composer son titulaire, il a 3 solutions supplémentaires, pas beaucoup plus, ou alors il faut qu'il incorpore des jeunes qui ne sont pas encore totalement au niveau. Donc ça va jouer, ça va entamer leur physique. Mais si tu regardes le match de Bordeaux, tu avais joué en coupe, et c'est Bordeaux qui a semblé encore plus émoussé que toi. Ah oui, ils se sont tous arrêtés. C'est ça. Toi, tu sens qu'au niveau de la reprise 2020, de se relancer, c'est un peu compliqué. Ouais. Et ils ne piochent pas encore. J'ai peur, par contre, dans ce calendrier infernal qu'il y a en février, il y a un moment où ça coince. Ouais. On va peut-être du coup parler de l'information sortie par Mourad. C'était hier. Non, c'était samedi. C'était samedi avec les 80. Ouais, c'est moi qui bossais. Il m'a appelé en fracas en me disant vite, il faut que tu décales des articles. Donc bon, ouais, du coup. Il y a un gros déficit, vite. Donc voilà, moi je l'avais en exclu. C'est aussi les avantages de travailler chez Football Club de Marseille, c'est qu'on a les informations avant tout le monde. Mais du coup, il me dit, donc on me dit 91 millions d'euros de déficit. Du coup, est-ce que ça amène un avenir sombre pour l'Olympique de Marseille, et est-ce que est-ce qu'une vente se profile du coup du club? Alors, c'est vrai que ça apporte pas un optimisme démesuré, parce que c'est 91 millions sur la saison 2018-2019, sachant qu'il y aura encore un déficit en 2019-2020. Même si l'OM n'a pas beaucoup dépensé d'argent et a réussi à liquider certains gros salaires, type Gustavo, je ne sais pas si c'est un bon choix ou pas, on verra plus tard. Mais le fait est que ces économies-là ne seront pas suffisantes pour éviter un déficit. Alors l'équipe tablait sur 60 millions encore cette année, on parle de 30 millions, on ne sait pas, on ne va pas se mentir. Tant que les comptes ne sont pas publiés officiellement, comme c'est le cas pour ce chiffre de 91 millions, on ne peut pas savoir. Mais le fait est qu'il y a au moins 20-30 millions qui vont s'additionner au minimum. Donc on va dépasser allègrement la barre des 100 millions d'euros de déficit. Et ça, 100 millions d'euros, c'est très inquiétant, parce que McCourt, il est quand même coincé par le fair play financier, il ne peut pas non plus remettre de l'argent comme il veut. Si l'OM veut encore jouer les Coupes d'Europe et ne pas payer d'énormes amendes. Donc c'est ça. Et en même temps, il faut satisfaire les exigences financières du fair play financier, mais aussi de la LNCG en France. Donc je pense que là, ils sont embêtés. Qu'est-ce que ça va être? La solution, ça va être de vendre des joueurs. Baisser la masse salariale et rentrer du cash flow avec les transferts. Mais ça dépend à quelle place tu finis et quel est ton projet sportif derrière, surtout si tu es qualifié pour une Ligue des Champions. Pour une Ligue des Champions, puisque pour aller en Ligue des Champions et être au moins un petit peu compétitif. Pas être ridicule comme la dernière fois. La dernière fois, il y a 0 plus 0. Et donc ça fait un petit peu peur. Et concernant la vente du club, je pense que si McCourt il veut récupérer une partie de l'argent qu'il a misé, parce qu'il a misé plus de 300 millions d'euros donc quand même en tout. S'il le vend maintenant, je pense qu'il va perdre de l'argent. Donc le but, c'est de profiter de la Ligue des Champions, d'essayer de renflouer les caisses du club grâce à la Ligue des Champions. L'exposition, peut-être vendre encore plus de joueurs la saison d'après. Et là, peut-être que là, si le club est mieux, tu pourras peut-être le vendre mieux. Ouais. Mais moi, une vente cet été, ça me paraît compliqué sans perdre de l'argent pour McCourt. Ouais, non, ça a l'air un petit peu... Hérault, je ne sais pas si on peut le croire ou pas, a quand même redit on est là pour le long terme, ce n'est pas le cas des entraîneurs. Il a quand même sous-entendu ça par rapport à Villas-Boas aussi. Oui, mais par rapport surtout à l'avenue d'Aldridge. Parce qu'il y avait une polémique. La polémique, elle part de là. Ouais, qui part de là, et en disant que Aldridge était plutôt là pour habituellement liquider et peut-être vendre même les clubs et faciliter les ventes de clubs. Et donc c'est vrai que sa venue, ça paraissait un petit peu étrange. Mais ça peut être aussi ça, mais c'est pas forcément dans un avenir immédiat. Ça peut être à 2 ans, à 3 ans, on ne sait pas. Exactement. On va revenir peut-être à une question du chat, parce que je vois qu'il y a Nathan. Souviens-toi, celui qui avait fait le match, le supporter lyonnais qui avait fait le match FIFA contre moi. Il est présent, ton collègue. Eh oui, il est présent. Il est censé bosser à cette heure-ci. Ah, bravo. À 15h. On va appeler Vaucluse Matin, là. C'est pas très bien, là. Pas très professionnel, tout ça. Donc, il nous dit bonjour, l'équipe. Pensez-vous que l'OM est assuré de rester devant
Lyon, je ne dirais pas le truc à 2 lettres, parce qu'il n'y en a qu'un seul d'Olympique. Il est supporter de cet Olympique-là, oui. je crois. Ouais, c'est ça. On a tous des défauts. À la fin de la saison, et après il me dit PS, très beau pull Ryan, tu ne m'auras pas comme ça, je ne dirais pas OM avec un L, parce que tu dis ça. Ah oui, il a dit le Dauphiné, c'est vrai, c'est le Dauphiné. Donc, est-ce que selon toi, Nico, on restera devant Lyon? Alors, dans l'absolu, vu le niveau de jeu de l'OM et vu ce que Lyon propose en général sur les secondes parties de saison, je pourrais en douter. Mais il y a un argument qui me fait croire à cette possibilité-là, c'est que l'entraîneur de Lyon s'appelle Rudy Garcia. Oui. Et qu'on l'a vu déjà le week-end dernier, premier gros match en 2020, bam! Et là, il va en avoir d'autres des gros matchs, notre ami Rudy. Je pense qu'il va prendre une bonne fessée face au PSG. Il va falloir se remettre de tout ça. Ça va être compliqué. Je pense que les supporters lyonnais, il faut vous préparer. Vous avez un bel effectif. Il vous manque quelques joueurs blessés. Mais votre coach, il va vous faire souffrir. Nous, on a souffert. Vous allez souffrir. Et là, vu l'écart de points qu'il y a, et vu qu'il y a Paris bientôt, il pourrait être encore plus grand. Il y a quand même 11 points d'écart, ce qui est quand même énorme. Je pense que Lyon, il faudrait qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel et que surtout, même en faisant l'exceptionnel, il faudrait que l'OM se plante complètement. On n'est pas encore là, l'OM, parce que même si l'OM ne joue pas bien, l'OM reste solide et avec des valeurs. Donc je suis plutôt confiant. Je ne vois pas l'OM dépasser l'OM. Par contre, ça ne veut pas dire que Lyon ne terminera pas sur le podium. Ouais, non, je pense qu'ils peuvent au moins accrocher une 3e place. Ouais, ils vont devoir se battre avec Lille parce que je ne vois pas Rennes y rester. Mais Lille, il sera un candidat. Ouais, Rennes, je pense qu'ils vont peut-être s'essouffler, c'est vrai. Et puis, non, Lyon, ils ont un bon effectif. Et puis, c'est juste dommage qu'ils aient perdu leurs 2 joueurs parce que Reine Adélaïde et Depay leur faisaient beaucoup de bien. Mais voilà. Ça arrange Garcia et c'est plus simple pour lui quand même. Mais voilà, c'est sûr. Pour faire sa compo, tout ça. Sinon, c'est compliqué. Heureusement qu'il a gardé Touzard. Bah oui, tu vois, c'est. Non, mais ça, c'est pas con. Alors, petit détail sur Touzard. Petit exemple que l'OM ne fait jamais. C'est vrai. Là, je trouve que c'est très bien géré. Ouais. Ils prennent un Brésilien qui paye quand même un braquage, 25 millions d'euros. Une promesse, ça peut être une très belle réussite. Mais pour ne pas lui mettre trop de pression, il garde Touzard. Comme ça, le Brésilien, il arrive tranquille. Il a le temps il met les pantoufles, il a 6 mois pour observer. Il jouera un peu, mais il a 6 mois. Il est en Colombie encore, je crois. Il a 6 mois pour observer. Et après, vraiment, il entre dans le vif du sujet la saison prochaine. Et ça, c'est bien parce que le joueur, tu le laisses adapter. Et on sait que les Sud-Américains, quand ils débarquent en Europe, c'est bien qu'ils viennent en janvier et qu'ils aient ces 6 premiers mois tranquilles. Et ça, c'est bien géré, j'avoue. Ouais. Là, on parle de Strootman. Que pensez-vous d'un Strootman à la place de Sanson pour apporter un peu de technicité au milieu? Bon, alors personnellement, je pense que Sanson est un peu plus technique que Strootman. Je trouve que Sanson court beaucoup mais n'apporte plus grand-chose depuis la reprise. C'est vrai que Sanson, il nous avait fait quand même une fin d'année 2019 assez exceptionnelle. On était épatés par son niveau. Ses courses vers l'avant, il faisait des grandes chevauchées balles au pied, chose qu'il ne fait plus. Alors, le dernier match face à Bordeaux, c'est une bouille ce qu'il nous fait Sanson. C'est le mauvais Sanson du début de saison. Donc effectivement, moi j'ai émis l'hypothèse pendant DFM, mes collègues n'étaient pas trop sur la même longueur d'onde, j'ai émis l'hypothèse effectivement que Strootman débute le match comme relayeur à la place de Sanson, mais c'est pas pour la technicité, c'était plutôt pour amener du physique et l'expérience à ce milieu de terrain et de jouer un peu différemment parce que là, les 2 pistons Rongier-Sanson, ça marche pas trop en ce moment, le pressing n'est pas coordonné. Peut-être que mettre un Strootman là-dedans, sachant que Strootman il sera déchargé du fait de faire l'essuie-glace, chose qu'il a du mal à faire physiquement, il pourra vraiment se concentrer sur un peu plus l'organisation du jeu. Moi j'essaie à tester, je suis pas sûr que ça marche parce que Strootman a toujours des problèmes physiques, mais je pense que c'est à tester. J'y ai pensé justement quand je regardais le match hier soir face à Bordeaux. Quand il rentre. Quand il entre et premier ballon, il perd quoi. Et donc je me dis mais bon, j'attends de voir. Après, dis-toi que Payet, il en a perdu 150 dans le match. Oui, d'accord, mais là. Après, moi, j'ai vu à un moment Payet, donné. c'est une prise de risque. C'est pour ça qu'il perd les ballons parce qu'il tente des trucs et tout. Des fois, il tente des trucs à la course. Oui, alors, oui, ça clairement. De toute façon, on en parlait tout à l'heure. Il essayait de faire une passe un peu une espèce de talonnade, un peu technique et tout ça. Mais ça, c'est un geste que tu fais quand tu gagnes 4-0 ou 5-0 ou contre Lyon quand tu as envie de flamber et que tu sais très bien que tu es galvanisé par tout ce qui se passe et que tu vas le réussir, le geste. Mais là, ça sentait le match un peu pourri et puis il tente ce genre de geste et il perd le ballon sur le côté. Mais du coup, ouais, c'est vrai que. Mais pour revenir à Strootman, moi Strootman, je lui reprochais souvent de faire trop de touches de balle avant de faire des passes. Et j'ai vu quand il est rentré face à Bordeaux, il n'a pas joué longtemps. Ouais, non, mais à un moment donné, il a juste un ballon au milieu de terrain et tout de suite, il fait une belle ouverture pour Amavi. Son contrôle passe bien assuré, bien vers l'avant, qui permet aux joueurs d'arriver lancer sur le ballon. C'est ce que j'adorais chez Gustavo. Et ça, c'est intéressant. C'est la simplicité dans le jeu. La simplicité de jeu. Et je pense que aussi, il a des matchs tous les 3 jours.
il faut que tu fasses tourner certains joueurs. Les Sanson, les Rongier, ils enchaînent les kilomètres. Ouais. C'est bien que si tu peux faire un peu tourner, là on va avoir Tchali Tatar suspendu, mais les autres ils ne sont pas suspendus. Donc pourquoi pas tester face à Saint-Etienne un milieu de terrain un peu plus solide, un peu de taille, ça manque un peu des fois. À tester, je ne suis pas conquis par Strootman, hein. Mais Sanson a vraiment été mauvais face à Bordeaux. Ouais, c'est vrai qu'il avait enchaîné quand même pas mal de bons matchs, hein. On a été là d'ailleurs pour le dire. L'année dernière surtout, parce que oui, en 2020 il a du mal. Fin 2019. Fin 2019. C'était vraiment un super joueur, tout le monde le disait. Et puis le duo avec Rongier marchait parfaitement bien. Et puis là, ils ont plus de mal. Ouais, là c'est vraiment un peu poussif. J'avais lu tout à l'heure une question aussi sur Rongier. Parce qu'on parle de Sanson, du coup parlons de Rongier et que ce manque d'efficacité au niveau de la finition. Ah ouais. Stat. Ouais, voilà, la fameuse stat que Benjamin Courbe nous a donnée tout à l'heure dans DFM, qui était que Valentin Rongier était le joueur qui tentait le plus de frappes et qui en ratait le plus aussi. Et qui n'a pas marqué un seul but. Et il n'en a pas marqué un seul, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses toi de ce truc-là? Est-ce que tu penses qu'il devrait vraiment travailler là-dessus? Est-ce que déjà ça se travaille? Est-ce que c'est pas un instinct aussi? Je pense, forcément, dans le foot, il y a plein de trucs, c'est de l'instinct, mais tout se travaille. Cristiano Ronaldo, s'il ne travaillait pas, il serait encore au Portugal. Tout se travaille, et je pense que Rongier, c'est du style à travailler. Oui. On voit ce fameux corner de Payet. Oui, avec la volée qui entre la surface avec la volée. Il en a fait, je sais pas, peut-être il a dû le faire 6-7 fois déjà. Il y en a une qui a failli marcher, qui était vraiment bien cadrée et que le gardien a sorti difficilement. Mais sinon, c'est rarement cadré, c'est un peu au-dessus. Dès qu'il frappe, c'est vrai, soit c'est cadré, c'est mou, et c'est sur le gardien, soit c'est dans les airs. Donc il faut qu'il trouve un peu la mire entre puissance et précision. Mais ça, c'est du travail. C'est que du travail. Je pense qu'il y a bien un truc où tu peux progresser, c'est sur des techniques comme ça de frappe. C'est comme les techniques de centre. Ça, c'est vraiment des choses que tu travailles et il faut rabâcher ces gammes, rabâcher. Et après, tu fais un geste plus précis, tu as tes appuis qui se mettent plus rapidement. Et je pense qu'effectivement, il peut progresser là-dessus. Et c'est un axe de progression qu'il a aussi avec Sanson. Je pense qu'ils ont ce point commun là, tous les deux. C'est qu'au niveau des frappes et de la finition, ils ne sont pas bons. Après, Sanson, il a quand même montré qu'il pouvait le faire. Qu'il pouvait vraiment le faire. Mais il a du déchet quand même dans la finition de Sanson. Contre Bordeaux, au match aller, le but qu'il met, Sanson, là c'est une belle frappe et tout ça. Mais c'est un peu une exception qui confirme la règle parce que Sanson, le nombre d'occasions qu'il a des fois dans la surface, de centre en retrait où ses frappes, il met sur le gardien ou il ne cadre pas, c'est un peu pareil. Les supporters marseillais se souviendront de celle face au PSG. Oui, par exemple. En fin de match, Sanson, s'il était plus tueur, il aurait des super stats, quoi. Oui, il serait peut-être aussi dans un autre club, je pense, s'il avait des... Jacques-Henri aurait eu sa fameuse offre de 35 millions. Exactement. On dit Rongier a joué trop de matchs, donc forcément le physique en prend un coup. On en parlait tout à l'heure. Là, on va devoir se poser la question. On en parlait tout à l'heure au niveau de la condition physique. Après, c'est un joueur qui quand même a du coffre. Et même s'il paraît un peu petit, pas maigrichon, mais presque, il est quand même très costaud. Enfin, oui, solide. J'ai déjà eu l'occasion de... Voilà, on l'a croisé et bon, il a quand même des bons bras, quoi. Après, juste une précision, je pense que Rongier, s'il faut le laisser reposer, ça serait peut-être face à Toulouse, où là, tu peux faire jouer un Maxime Lopez qui va amener plutôt cette technique avec le ballon pour construire le jeu. Et à domicile, face à un relégable, tu peux te permettre d'avoir un Maxime Lopez qui va faire moins de terrain, mais qui va mieux organiser le jeu. Et là, tu peux peut-être faire un peu reposer Rongier. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait un peu rééquilibrer comme ça le milieu de terrain, c'est vrai. Tu peux tourner. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de matchs. On parle du coup d'un profil créateur, un peu peut-être un milieu un peu style Payet. Pour le prochain mercato, est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour l'OM? Alors, c'est difficile de se projeter sur le prochain mercato parce qu'on ne sait pas quelle finance aura le club. On ne sait pas du tout les finances du club. Si vraiment, on voit que c'est la cata financièrement, que c'est des millions et des millions d'euros qui manquent. Donc, est-ce que l'OM aura vraiment les moyens de construire une équipe pour ne pas se faire humilier en Ligue des Champions? Je ne parle même pas de se qualifier pour les huitièmes, je parle pour ne pas se faire humilier. Ça, c'est la question. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que Villas-Boas va rester? Parce que c'est ça aussi. On peut aussi avoir un départ de Villas-Boas cet été. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je sais qu'il y a plein de supporters, et tant mieux, il faut rester sur le terrain, le sportif. Tout le monde a envie que l'OM retrouve un peu de couleur, continue à engranger des résultats et arrache enfin cette qualification Ligue des Champions. Mais l'été s'annonce compliqué. On espère avoir de bonnes surprises, mais pour l'instant, c'est un peu obscur. Et c'est vrai que penser à un milieu créateur, je pense que quand tu as Dimitri Payet qui te bouffe plus de 500 000 € de masse salariale par mois, tu ne peux pas te permettre de miser sur un autre créateur de ce profil-là. Je pense que là, ce qui manquera, ça sera surtout des profils d'ailier.
Vu que Thauvin peut-être partira et que déjà tu manques de ce genre de profil, c'est peut-être plus ça, des ailiers rapides qui prennent la profondeur justement pour réceptionner les passes de Payet, comme on l'a vu avec Radonjic face à Bordeaux. C'est ça, c'est ce profil-là qui va manquer. Là, ce qu'il faut, je pense, dans l'effectif de l'OM, c'est avoir des joueurs qui vont apporter de la percussion, beaucoup de vitesse, parce que c'est vraiment ce qui est nécessaire dans le football moderne. Et bon, voilà, je pense qu'on est tous un peu amoureux du foot et pas que de l'OM. Et donc oui, ça nous arrive de regarder d'autres matchs. Et pas que le multi-Ligue 1 de Mourad. Non, enfin voilà, moi j'essaie de regarder d'autres matchs parce que bon, parfois, surtout ça en ce début d'année 2020, c'était purge les matchs de l'OM. Donc du coup, on essaie de se faire plaisir avec des Liverpool, des City, des Tottenham, etc. Et du coup, ouais, quand on regarde ce genre de quand tu regardes Mossala, t'as envie d'avoir dans ton effectif, c'est ça? Bah, qui n'aimerait pas, surtout qu'on a vous avez un coiffeur en commun. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas de coiffeur en commun, justement. C'est ça le truc. Vous avez un délire capillaire en commun. Voilà, c'est ça. Mais du coup, non, forcément, oui, un joueur comme ça, là, ça ferait rêver, pardon, mais juste le profil. Voilà, on a un seul joueur comme ça dans l'effectif, c'est Radonjic et point barre. Et là, du coup, on nous parle de Ake. Oui, parce qu'il y a un jeune attaquant aussi qui peut jouer en ailier, qui a aussi ce profil un peu de rapidité, de percussion et de dribble. Est-ce que selon toi, on pourrait un peu le lancer dans le grand bain? Parce que là, on nous dit carrément Ake est titulaire. Voilà. Mais ça, c'est compliqué. Moi, je me souviens, on a déjà parlé de ça lors du précédent SAV Live, donc j'ai pas changé d'avis. Moi, je pense que Ake, il ne faut pas le griller, quoi. Ake, si vous avez suivi un petit peu le dossier de Mourad et Azir sur la formation de l'OM, Ake, la saison dernière, il fait 6 premiers mois très mauvais. Personne n'y croit, ce joueur qui vient de Béziers, il faut le rappeler. Et il fait une deuxième partie de saison hyper intéressante. Il signe pro et Villas-Boas l'incorpore avec le groupe et lui donne un peu de temps de jeu. Il profite aussi du fait que Liadji n'ait pas décidé de signer son contrat pro, parce que je pense que si Liadji avait signé pro, c'est lui qui jouerait ces minutes-là. Mais Ake, je ne suis pas sûr. Ake, il a combien de matchs déjà en National 2 dans les jambes? Il n'en a pas beaucoup. Le haut niveau, il a joué 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Il a des capacités. On voit qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas un phénomène, hein, mais il y a quelque chose. Mais de là à le bazarder titulaire, surtout dans un match comme ça, là, le prochain match, c'est Saint-Etienne, tu ne vas pas l'envoyer dans le chaudron. C'est compliqué, c'est un jeune joueur. Ces joueurs-là, il faut les protéger. Il faut qu'ils jouent avec parcimonie. Alors, qui rentre un peu plus tôt à la place d'un Benedetto, pourquoi pas, tu vois? Qui rentre, qui joue une demi-heure, par exemple, une demi-heure de jeu. À la place de faire rentrer Germain, par exemple. Oui. Voilà. Parce que c'est vrai que Germain, quand il entre, il n'apporte pas grand-chose. Surtout face à Bordeaux, là, il apporte vraiment rien. Donc, effectivement, c'est un autre profil. C'est un joueur qui va jouer un peu différemment, etc. Mais autant on a vu des choses positives avec Ake, autant il y a aussi des bouts de match qu'il a fait où tu le vois une minute au début quand il est rentré et après il disparaît complètement. Et surtout en pointe c'est très compliqué. Donc c'est vrai que quitte à le faire rentrer, autant le faire compter sur un côté droit. Si tu fais rentrer Radonjic, tu peux peut-être le faire rentrer après pour l'autre côté. Exactement. À tester comme ça. Je voulais revenir un petit peu sur Liadji du coup, parce qu'on nous a demandé le dossier Liadji, il en est où? Et est-ce qu'on a un peu de nouveau? Alors, non, on n'a pas trop de nouveau. La tendance c'est qu'il se barre gratuit en fin de saison, ça c'est la tendance. A priori, de toute façon, là il s'est rentré un peu dans une lutte. Je vois mal, l'OM ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont retiré leur offre. C'est-à-dire que si le gamin de lui-même venait vers l'OM, dit bon, ce qu'on avait négocié, finalement, ok, on veut le faire. Mais il faudra que ça vienne d'eux. Je pense que l'OM ne va pas revenir à la charge. Ils ont été échaudés par les atermoiements du clan Liadji. Oui, non, on ne sait pas, on va réfléchir, et puis les mois passent. C'est pas possible. Donc là, ils veulent faire un exemple. Ils ont raison. Moi, je pense que la formation, les jeunes joueurs formés à l'OM, ils devraient avoir envie de signer pro. La proposition de l'OM, elle est quand même intéressante. Là, c'est du chipotage, on essaie de gratter de l'argent plus dans d'autres clubs à l'étranger ou au LOSC, etc. Liadji, il faut qu'il se méfie parce que sa carrière n'a pas commencé et elle peut se terminer avant d'avoir commencé. Donc, je pense que malheureusement, en plus, c'est un minot qui aime bien le club. C'est quand même fou de se dire qu'il y a de fortes chances qu'il ne signe pas. Après, c'est le football, ça peut retourner, ça peut se retourner, ça peut changer. On n'est qu'au mois de février. Il est en fin de contrat en juin, il reste quelques mois pour que ça change. Mais là, la tendance aujourd'hui, c'est à ce qu'il parte libre et qu'il choisisse son club en fin de saison. Ouais, André Villas-Boas, on avait parlé un petit peu en conférence de presse. Et voilà, c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, Ake, c'est pour ça qu'il joue en fait finalement.
parce que l'OM n'a pas trop de solutions à ce poste-là, et du coup, bah, c'est lui qui aurait dû faire tout ça. Et puis s'il a le potentiel qu'on lui prête à chaque fois et toute l'enflammate qu'il y a autour de lui, c'est dommage pour le joueur parce qu'il perd du temps et il aurait pu vraiment évoluer au sein de cet effectif de l'Olympique de Marseille. Et puis là, bah, du coup, c'est pas le cas. Et puis il est un peu à la cave et puis il joue un petit peu en réserve. Ah, il est complètement à la cave. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, on a vu aussi quelques petites photos de temps en temps sur les réseaux sociaux et puis il se fait vachement tailler. Oui, ça c'est vrai que c'est dur pour lui. Ça doit être très dur pour lui. Mais en même temps, là, la dernière photo que j'ai en tête, c'est une photo où il est avec Abdallah et puis un autre joueur. Et il est en train de cacher le logo de l'OM. Enfin, il y a un petit truc qui est un peu étrange. Et du coup, tout le monde était en train d'insulter l'incendie en disant mais c'est n'importe quoi et tout ça. Donc bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui vont pas en sa faveur non plus. Mais ce qui est compliqué à comprendre, c'est que, comme tu disais, c'est que là actuellement, il n'y a pas d'argent et du coup, toutes les conditions sportives sont réunies, comme l'a expliqué Azir, qui suit vraiment les équipes de jeunes. Toutes les conditions sportives sont réunies pour que les bons jeunes de cette formation aient un peu de temps de jeu ou au moins évoluent avec les pros. Donc, Liadji, il veut quoi? C'est ça le problème. Ouais. C'est-à-dire que cette année, il aurait vraiment pu jouer, il aurait pu Thauvin blessé et de la place pour les jeunes. C'était une autoroute pour lui. Si vraiment il était sûr en ses capacités, après passer de U17 à Ligue 1, le gap il est monstrueux. C'est pas parce qu'un mec il flambe en U17, on en a connu des champions du monde U17 qui ont fait des carrières moyennes derrière. Mais c'est pour ça que je comprends pas qu'il ait pas saisi cette opportunité. Et je pense que malheureusement là c'est rentré dans un truc négatif où les deux clans ont dû se dire des choses pas très sympas. Et je vois pas une issue favorable. Après je peux me tromper, il peut y avoir des grosses surprises. Moi je le souhaite, un jeune du centre de formation, ça fait toujours mal au cœur de le voir partir ailleurs. C'est sûr. On a une question un petit peu longue, alors qui je crois, et je ne veux pas m'avancer, mais je crois, parce que là c'est écrit Yacino 13, et je pense que c'est notre machine. Tu crois que c'est la machine? Oui, je crois que c'est la machine. Tu peux nous confirmer peut-être? Oui. Alors, ils me disent « Salut Ren et Nico, que pensez-vous de cette proposition de contourner le fair play financier en échange de Strootman contre notre joueur, puis on évalue à 90 millions Strootman et l'autre joueur aussi ?» ce qui permet de rembourser la dette vu que le prix d'achat est divisé par la durée de contrat. Alors là, je t'avoue que c'est un petit peu compliqué de répondre ça en direct, sachant que j'ai compris la moitié de la question. Non, mais je crois qu'en fait, c'est un peu un petit jeu financier où tu surévalues le prix des joueurs pour faire rentrer de l'argent un peu virtuel. Oui. C'est comme ça, c'est ce qu'expliquait Romain Molina sur un de ses vidéos. C'est que des fois, tu fais des échanges de joueurs, mais c'est jamais des échanges de joueurs en fait. Il s'est maquillé comme ça dans les comptes, mais en réalité, c'est toujours un transfert contre un transfert. Et donc là, c'est un peu ce qui, je pense que c'est ce qui soumet comme idée pour pouvoir un peu rassurer, faire croire que tu rentres du cash alors que tu n'en as pas rentré vraiment, quoi. Alors, il nous confirme, oui, c'est la machine. Et là, maintenant, du coup, voilà, moi aussi, j'ai une mémoire incroyable. Je me souviens de jeudi, on en avait parlé hors caméra, de ça avec Yacine et Mourad. Et oui, du coup, on en était venu à ce truc-là. On s'est demandé, mais du coup, quel intérêt pour l'autre club, quoi? C'est ça. Parce que tu récupères un Strootman en plus. Voilà, tu récupères Strootman. Et il est censé être évalué à 90 millions, et oui, d'accord. Puis bon, c'est un peu gros, quoi. Bah, oui. 90 millions, et ça puis, fait un peu gros. On n'a pas l'immunité des grands clubs aussi. Ça, faut pas l'oublier. Parce que le fair play financier, les grosses entreprises Juventus, Barça, Real, ou même Paris, PSG, c'est plus facile pour s'arranger. Oui, voilà, l'OM ne fait pas encore partie de cette cour-là. Je pense que peut-être dans l'avenir, on ne sait pas, voilà. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est un petit peu trop gros pour que ça passe. Voilà, pour que ça passe, et puis surtout avec un joueur comme ça. Moi, comme je le disais tout à l'heure dans l'FM, sans parler de ce genre de petits trucs financiers pour essayer de contourner les obligations, ne serait-ce qu'avoir trouvé un point de chute pour un Germain ou un Strootman en prêt pour économiser du salaire, et avec ce salaire-là, récupérer un autre joueur en prêt avec un autre profil. Mais bon, je pense que Villas-Boas ne voulait pas casser son groupe, il voulait garder cette unité-là. Voilà, on verra si la fin de saison lui donnera raison, je l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que c'est du qui tout double ça. Après,
on peut pas savoir parce que si on laisse un groupe fermé, ça peut super bien marcher. Et puis en rajoutant un petit peu de sang neuf, parfois ça peut faire du bien. Voilà, ça galvanise encore les autres. Tellement sur l'euphorie de la fin de saison, fin d'année. Là, tu vois, aujourd'hui déjà, tu as joué 3 matchs de Ligue 1, tu as joué 3 matchs de Coupe. Tu sens que l'équipe elle est plus poussive. Limite, tu te dirais, ça ferait peut-être pas de mal d'avoir le retour d'un joueur. Alors je pense que Villas-Boas, s'il avait misé sur Thauvin, malheureusement, Thauvin, on ne sait pas quand est-ce qu'il va rejouer parce que là, il parle de mars, mais ça peut être bien plus tard que mars. Et mercredi soir, face à Strasbourg, j'étais du coup en tribune presse au Vélodrome avec les autres journalistes et j'entendais certains discuter de Mitroglou. Et c'est vrai que Mitroglou, will be back. Mais il va revenir. Et oui, il sera là en juin, Mitroglou. Le retour. Et si tu n'as pas d'argent, peut-être que ça sera vite en attaquant. Mais du coup, c'est ça le problème. J'ai du coup pensé à ce truc-là. Et toi, t'en penserais quoi? Est-ce que quand il arrive, il faut le remettre dans l'effectif et lui donner sa chance, peut-être en rotation avec Benedetto, ou même les mettre les deux sur le terrain, on ne sait pas. Mais je pense que c'est comme tout à l'heure. Il faut avoir le contexte financier. Où t'en seras, parce que le problème, c'est que Mitroglou a un gros salaire. C'est vrai. Que tu as mis beaucoup d'argent et que si tu veux le revendre, sachant que ça va être difficile parce que vu les saisons qu'il fait en prêt, il n'y a pas beaucoup de clubs qui doivent être intéressés par son profil. Non, tu n'as que 50% de sa valeur. Et tu n'as que 50% de sa valeur si tu le revends, donc c'est très compliqué. Si tu ne veux pas perdre d'argent dans ce dossier, je ne vois pas comment ils vont faire pour ne pas perdre d'argent. Voilà, il lui restera 1 an de contrat, je crois. C'est ça. Jusqu'en 2021. Alors, si tu n'as vraiment pas d'argent, pourquoi pas un duo Mitroglou-Benedetto? Est-ce que les profils ne peuvent pas être complémentaires? Parce que Mitroglou, tout le monde s'est foutu de sa gueule, etc. Mais en termes de ratio but, la première saison qu'il fait, il marquait plus de buts que Benedetto. En termes de minutes jouées, buts marqués. Alors, est-ce que ça compte, c'est toutes compétitions confondues? Non, parce qu'il avait mis 4 buts en coupe, contre Bourg-en-Bresse, je crois. Mais le fait est que moi, j'ai quand même des souvenirs. Il avait été beaucoup blessé, Mitroglou, quand il est arrivé. Mitroglou, c'est un profil particulier qui s'est perdu à Marseille, qui d'ailleurs, depuis, il a du mal à se retrouver. Mais tous les gens qui l'ont vu jouer à Benfica, etc., c'est un finisseur. C'est un finisseur qui traîne dans la surface. Il a besoin qu'il y ait une équipe qui joue autour de lui, ce qui n'était pas le cas à Marseille et qui n'est pas forcément le cas dans les clubs où il va. Tu te dis, est-ce qu'avec 2 attaquants, ça peut être sympa? Après, moi, je pense que son avenir, il n'est plus à Marseille, malheureusement. Mais comment lui trouver un point de chute à Mitroglou? S'il faisait des bons prêts, à la rigueur, tu pourrais avoir de l'espoir. Mais là, à mon avis, ça serait encore une histoire que ça va encore peser lourd sur les comptes. C'est encore un problème. Et là, on se dit, bravo Jacques-Henri, tu as vraiment fait du bon boulot. Cohérence, c'est comme cohérence. Exactement, et c'est comme salut. Ou connerie. Eh bien, c'est comme connerie. Même pas. Du coup, on va peut-être s'arrêter là, du coup, parce que là, on n'a plus trop de questions. Ou alors, on peut peut-être discuter un petit peu de FCM. On peut faire un petit truc FCM. Quelle heure il est? Moi, je suis mis un petit peu 38. À 38. Bon, on fait une dernière question et après, je vais récupérer ma fille au judo. Voilà. Les exclus, que des exclus ce soir. Exclus vie perso. Voilà, c'est à pointure et puis amener au judo parce que récupérer plutôt à l'école. Du coup, oui, on va peut-être juste rapidement discuter de FCM et qui est derrière du coup ces articles qu'on lit tous les jours. Qui écrit ces articles? C'est surtout toi ou moi en fait. C'est vrai. Finalement. Et c'est pas faux ça. C'est surtout. Alors, il faudrait que au début c'était Ben et moi. Forcément, puisqu'on a créé le site tous les deux. Mourad, lui maintenant, il écrit moins au quotidien, le week-end. Mourad, et il fait des articles plus longs, donc c'est lui qui fait les dossiers. Mourad, il est malin parce qu'il fait les articles le jour du match, c'est-à-dire le jour où il y a le moins d'articles à écrire. Oui. Parce que du coup, il y a le match le soir. Mourad, il n'aime pas la quantité, c'est pas son truc. Mais bon, il a d'autres qualités. Mourad, c'est les dossiers, c'est les interviews, tout ça. Donc Mourad, il est plus là-dessus. Et Ben, il est plus sur les à côté du site, la gestion globale, etc. Donc moi, je gère plus ou moins la rédac. J'ai eu Ryan en renfort qui fait pas mal de bien. Donc voilà, c'est plutôt tous les deux. C'est nous qui. Donc s'il y a des fautes d'orthographe ou des tournures de phrases à la con, c'est plaindre à nous. C'est souvent nous. Donc si c'est en fin de soirée, soyez indulgents parce que des fois on est fatigué. Ou des stagiaires dont on taira le nom. Voilà. Ils sont surexploités, c'est pas leur faute. Il y a quelques stagiaires surexploités mais rémunérés qui nous aident aussi en soirée sur d'autres trucs. Surtout encore plus l'été. Non mais globalement souvent c'est nous. Ben fait quand même quelques articles le matin ou de temps en temps. Mourad aussi sur certains jours de la semaine, mais globalement nous on en fait beaucoup. Ouais, c'est pour ça aussi que je pense en tout cas qu'on fait le SAV Live parce qu'on est plus dans l'actualité. On est vachement plus dans l'actualité dans tout ce qui se passe et du coup on est peut-être les plus au courant de. Bon, après ils sont au courant aussi, mais pour faire les émissions notamment. Mais du coup c'est vrai que vu qu'on écrit beaucoup, on est au courant. On nous dit toujours au top. Mais merci beaucoup, c'est super gentil.
Voilà, écoute Nico, on va te Oui, on va me libérer. Voilà, parce que sinon la maîtresse d'école va pas être contente. Hein. Oui, on va se faire engueuler, Nicolas Filol, là, c'est pas professionnel tout ça. Non, je peux pas. Oui. Bon, on vous remercie en tout cas, ça a été comme toujours un plaisir de faire ce SAV Live. On vous dit peut-être du coup dans 2 semaines, hein, pas lundi prochain, mais lundi prochain, le lundi d'après. Rendez-vous 17h30 pour DFM, comme tous les lundis, comme d'habitude. Grosse semaine, donc rendez-vous mercredi pour le match, comme d'habitude avec le bloc de Marseille, les trois enseignements. Le DFM le lendemain. Nouveau match samedi au Vélodrome. Ryan y sera, moi j'y serai pas, je suis dispensé. C'est Toulouse, c'est pour ça. Oui, toi, Nico, si c'est pas PSG, il vient plus. Non, c'est pas vrai. Si c'est pas Lyon, c'est plus intéressant. Que Lyon. PSG, j'ai peur de perdre. Donc, beaucoup de rendez-vous. Et je ne serai pas là lundi prochain parce que je suis encore dispensé. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi, c'est ma vie personnelle. Par contre, je serai là le lundi encore d'après, mais vous savez comment c'est. C'est lundi, jeudi, les DFM, 17h30. Vous connaissez les rendez-vous maintenant. Merci de nous suivre, merci d'être là, merci de nous faire vivre cette aventure. Et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao. Salut.